En vous promenant dans les jardins bien entretenus des propriétés historiques ou même devant les maisons de nombreuses banlieues, vous tomberez souvent sur une plante grimpante luxuriante s'élevant sur des treillis. Elle forme un mur éblouissant de feuilles en forme de cœur et de fleurs rouges écarlates qui attirent les colibris. Pendant des siècles, les jardiniers occidentaux ont uniquement apprécié cette plante comme un chef-d'œuvre ornemental. Cependant, c'est une imposture. En admirant ces fleurs, nous avons ignoré sa puissance biologique. Ce n'est pas seulement une jolie plante grimpante, c'est l'une des plus anciennes cultures domestiquées des Amériques. Elle produit des haricots de la taille d'un pouce qui contiennent autant de protéines que le bœuf. Et contrairement aux haricots délicats du potager qui succombent au premier gel, cette plante recèle un secret souterrain. C'est l'histoire du haricot d'Espagne, Phaseolus coccineus, une plante à l'histoire extraordinaire qui a disparu de nos jardins au profit de la commodité industrielle. Ce haricot n'a pas été découvert par les Européens, il a été cultivé par les civilisations indigènes dans les hautes terres fraîches et humides d'Amérique centrale. Dans les montagnes d'Oaxaca et du Chiapas, dès 2000 avant Jésus-Christ, les gens cultivaient une plante qu'ils appelaient ayote. C'était de la base du système agricole traditionnel milpa. Dans cette ancienne permaculture, le maïs servait de support, la courge couvrait le sol retenant l'humidité et le haricot d'Espagne s'élevait vers le ciel. Il était un maillon protéique essentiel fixant l'azote dans le sol pour nourrir le maïs tout en fournissant une source de nourriture dense et nutritive qui complétait les glucides du maïs. C'était un aliment de base de l'empire aztèque, apprécié non seulement pour ses récoltes abondantes, mais aussi pour sa résilience face à l'air froid des montagnes où d'autres cultures avaient du mal. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ils ont reconnu la valeur calorique de ce haricot. Au XVIIe siècle, la plante a atteint l'Angleterre, probablement grâce au célèbre jardinier royal John Tradescant. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit une fois qu'elle est arrivée dans les îles britanniques. Le climat était frais et humide, parfait pour la plante qui s'y épanouissait. Pourtant, l'aristocratie britannique ne l'a pas mise dans son garde-manger, mais dans son parterre de fleurs. Ces fleurs étaient si frappantes, d'un rouge si vif contre le ciel gris anglais, que le haricot d'Espagne est devenu victime de sa propre beauté. Pendant près d'un siècle, il a déjà été cultivé en Europe presque exclusivement comme un symbole de statut ornemental, tandis que les riches admiraient les plantes grimpantes depuis les fenêtres de leur salon. Ce sont les jardiniers des chaumières, la classe ouvrière, qui ont finalement réalisé que cette jolie plante pouvait nourrir une famille de 6 personnes. Ils ont découvert que les jeunes gousses vertes étaient délicieuses et que les graines séchées étaient nourrissantes et savoureuses en hiver. Au milieu du XXe siècle, l'agriculture américaine s'est orientée vers la mécanisation de masse. L'objectif était d'éliminer le travail humain pour la récolte afin de réduire les coûts alimentaires. Les ingénieurs ont développé des moissonneuses mécaniques qui pouvaient parcourir un champ en quelques secondes pour ramasser les gousses. Cependant, ces machines avaient des limites. Elle fonctionnait mieux sur des plantes basses, uniformes et à croissance verticale. Cela a conduit à la domination du haricot nain. Les sélectionneurs ont pris le haricot commun et l'ont croisé pour en faire des variétés sans capacité de grimper, créant ainsi des variétés naines qui poussaient à hauteur de genoux, idéal pour le passage du tracteur. Le haricot d'Espagne, Phaseolus coccineus, a refusé de coopérer. C'est une plante grimpante qui veut atteindre 3 à 4,5 mètres de hauteur. La culture du haricot d'Espagne nécessite une infrastructure, des tuteurs, des fils ou des tiges de maïs, et sa récolte nécessite généralement un travail humain pour atteindre les gousses en hauteur. De plus, il y a eu un changement dans les attentes des consommateurs concernant la texture. Le haricot d'Espagne a une couche parcheminée épaisse et fibreuse sur ses gousses qui se développe à mesure que le haricot mûrit. Cette peau dure protège les graines géantes à l'intérieur et leur permet de survivre à l'hiver. Pour les manger comme des haricots verts, il faut les cueillir très jeunes ou enlever le fil fibreux qui court le long de la couture. Lorsque la culture de la commodité a pris le dessus dans les années 1950, les goûts des consommateurs ont changé.
Nous avons commencé à exiger des haricots sans fil, des variétés sélectionnées pour être tendres et sans fibres, même à grande taille. Nous avons échangé le goût riche et substantiel du haricot d'Espagne contre la commodité d'un haricot qui ne nécessitait aucune préparation. Pourtant, en laissant la logique industrielle dicter notre alimentation, nous avons perdu non seulement le goût, mais aussi une puissance nutritionnelle. Pour comprendre pourquoi les Aztèques dépendaient de cette plante, nous devons examiner les données. Le haricot d'Espagne est chimiquement et botaniquement distinct du haricot vert commun. Commençons par la graine elle-même. Une fois séché et écossé, le haricot d'Espagne est énorme, mesurant souvent environ 2,5 cm de long. Selon les données de l'USDA pour les graines matures, ce haricot contient environ 21% à 24% de protéines en pois sec. Une portion de 100 grammes de haricots secs fournit environ 24 grammes de protéines. C'est comparable à une portion de 85 grammes de steak de bœuf qui contient environ 25 grammes de protéines. Il n'est pas étonnant que ce haricot ait été une source majeure de protéines pour des millions de personnes dans le Mexique précolombien. En plus des protéines, il est riche en minéraux souvent absents des régimes alimentaires modernes. Une portion de 100 grammes fournit près de 35% de l'apport quotidien recommandé en fer et est riche en acide folique et en potassium. Si vous cultivez des variétés avec des graines mouchetées violettes ou noires, vous obtenez également une forte dose d'anthocyanes, les mêmes antioxydants puissants que l'on trouve dans les myrtilles et les mûres, et qui sont liés à la réduction de l'inflammation et à l'amélioration de la santé cardiaque. La plante possède également un profil enzymatique immunitaire unique. Contrairement au haricot commun qui pourrit dans un sol froid, le haricot d'Espagne peut germer dans des températures de sol aussi basses que 10 degrés Celsius. Cela en fait une culture idéale pour les saisons de transition, poussant parfaitement pendant les printemps et automnes frais, lorsque les haricots verts standards ne s'établiraient pas. C'est une plante à triple usage, des fleurs comestibles qui ont le goût d'un doux nectar de pois, des gousses vertes à cuisiner et d'énormes graines séchées pour les soupes et les ragoûts. Alors, comment la remettre au goût du jour ? Le haricot d'Espagne nécessite une approche différente de celle du haricot de jardin standard, tant au niveau du sol que de la cuisine. Tout d'abord, vous devez savoir où il pousse. Le haricot d'Espagne est une plante vivace dans les zones de rusticité 7 à 11. Si vous vivez dans ces climats plus doux, coupez la plante grimpante au premier gel sévère à l'automne et laissez les racines dans le sol. Elles survivront à l'hiver et repousseront au printemps. Dans les régions plus froides, zones 3 à 6, déterrez les racines tubéreuses à l'automne, traitez-les exactement comme des dahlias. Conservez-les dans un endroit frais, sombre et à l'abri du gel, enfouis dans de la tourbe. Au printemps, plantez les tubercules pour prendre une bonne longueur d'avance en début de saison. Lorsque les plantes grimpent sur un treillis, et elles ont besoin d'un treillis solide, car elles atteindront plus de 3,5 mètres, vous avez 2 fenêtres de récolte distinctes. La première fenêtre concerne les haricots verts. Récoltez les gousses lorsqu'elles sont jeunes, plates et généralement plus courtes que 15 cm. À ce stade, elles sont tendres et sans fil. Si vous attendez trop longtemps et que la gousse commence à gonfler ou devient rugueuse au toucher, un fil fibreux se développera le long de la couture. Si vous récoltez à ce stade intermédiaire, utilisez un petit couteau pour retirer le fil avant de cuisiner, comme le faisaient nos grands-mères. La deuxième fenêtre concerne les haricots à écosser, et c'est là que réside la vraie valeur. Laissez les gousses grossir jusqu'à ce qu'elles soient énormes, violettes, et qu'elles sèchent sur la plante. À l'intérieur, vous trouverez des graines géantes et magnifiques. Récoltez-les, écalez-les et stockez-les comme des haricots secs. Cependant, une mise en garde cruciale en matière de sécurité doit être notée. Comme de nombreuses légumineuses, y compris le haricot rouge, le haricot d'Espagne contient un composé appelé phytohémagglutinine. Dans les graines crues, cette lectine est toxique et peut provoquer de graves troubles gastro-intestinaux, des nausées et des vomissements. Ce haricot ne doit pas être consommé cru et vous ne devez pas simplement le jeter cru dans une mijoteuse car une chaleur douce peut en fait augmenter la toxicité. Pour le préparer en toute sécurité, faites tremper les haricots secs toute la nuit, jetez l'eau de trempage puis faites-les bouillir vigoureusement pendant au moins 10 à 15 minutes avant de réduire le feu à un frémissement. Cette chaleur élevée neutralise complètement
complètement la toxine, rendant les haricots totalement sûrs à consommer. Une fois cuit, la texture du haricot change, il devient incroyablement crémeux, riche et savoureux, rappelant souvent plus les châtaignes que le haricot standard. Les graines peuvent être achetées auprès de fournisseurs de semences anciennes. Recherchez les variétés classiques. N'oubliez pas de bien les cuire. Donnez-leur quelque chose pour grimper et elles vous nourriront pendant des années. Le haricot d'Espagne nous invite à repenser l'architecture de notre alimentation. Il est temps de retirer cette plante de la section ornementale du catalogue de semences et de la remettre dans notre assiette. C'est un rappel que la beauté et l'utilité n'ont pas besoin d'être des ennemis. Vous pouvez avoir la plus belle plante grimpante du quartier et l'estomac le plus rempli. Cette analyse perspicace des cultures oubliées du passé montre leur potentiel pour l'agriculture et la cuisine moderne.